Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Catalogne, Écosse, peut-on désirer être indépendant et rester européen? Les manifestations de ces derniers jours à Barcelone et ailleurs en Catalogne, mais aussi les prises de position récentes de la première ministre écossaise remettent à l'ordre du jour la question des indépendances possibles de ces deux régions d'Europe. L'Union européenne s'est en effet déjà prononcée sur ce type d'indépendance en expliquant qu'il faudrait au pays nouvellement créer une procédure complète d'adhésion pour revenir ensuite au sein de l'Union. Mais tous les juristes, hommes et femmes politiques ou encore géopoliticiens ne sont pas d'accord sur cette hypothèse. Nous allons en débattre ce soir avec nos trois invités. Vincent Laborderie, il sera en duplex depuis Bruxelles. Nous remercions d'ailleurs Pierre Benazet de l'accueillir pour ce direct. Il est politologue et maître de conférence à l'Institut européen de l'Université de Louvain. Jean-Luc Sauron est avec nous en studio à Paris. Il est juriste spécialisé dans les questions européennes et professeur associé à Paris Dauphine. Enfin, François Alfonsi sera avec nous depuis Bruxelles. Il est député européen, membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, et chef de file de la Fédération Régions et Peuples Solidaires. Le silence de l'Union européenne est un silence coupable. Nous demandons, cette semaine se tiendra une session plénière au Parlement européen, qu'un débat se tienne au Parlement européen sur la question catalane, parce que le Brexit est certes une question importante, mais en Catalogne est en train de se passer une mobilisation quasiment jamais vue, avec des impacts majeurs, et l'Union européenne a une responsabilité. Voilà, c'était ce matin sur France Inter, la députée européenne, la France Insoumise, Manon Aubry, mettait les pieds dans le plat d'une certaine façon en disant que l'Union européenne avait une responsabilité dans ce qui était en train de se passer entre Barcelone et Madrid en Catalogne. Bonsoir à vous, Jean-Luc Sauron. Bonsoir. Bonsoir à vous, Vincent Laborderie, vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir. Et puis François Alfonsi, vous êtes depuis Strasbourg, vous êtes député européen. Est-ce que vous pensez, François Alfonsi, que cette sortie de Manon Aubry correspond à la réalité, c'est-à-dire que l'Union européenne ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en Catalogne? Oui, c'est très clair, je partage son avis parfaitement. L'Union européenne est responsable de l'ensemble des citoyens européens et je dirais pour illustrer la situation, c'est que l'Union européenne qui ne s'occupe pas de ce qui se passe en Catalogne, c'est un peu comme si la guerre d'Algérie avait été un événement contemporain. À l'époque, on nous aurait expliqué que c'était une affaire intérieure à la France et qu'il ne fallait pas en parler au niveau de l'Europe. L'affaire le parallélisme est un peu l'Europe parce le parallélisme est un peu osé. De l'Europe. Le parallélisme est tout de même un peu osé. En l'occurrence, vraiment. Ça n'est pas vraiment une guerre qui est en train de se dérouler en Espagne et en Catalogne, en l'occurrence, François Alfonsi. Non, mais c'est une demande démocratique émanant d'un peuple qui demande son autodétermination, qui est un droit reconnu dans le droit international. Alors, vous savez peut-être que sur les antennes de Radio France, tout le week-end, il y a eu beaucoup de reportages sur ces questions en Catalogne et beaucoup ont d'ailleurs donné lieu à des débats très variés, des interpellations de nos auditeurs et de nos auditrices pour nous dire soit qu'on était trop pro-catalan sur nos antennes, soit au contraire qu'on était trop pro-madrilène. On va essayer de tenir la juste distance. Jean-Luc Sauron, qu'est-ce que vous pensez? L'Union européenne a une responsabilité? Vous êtes spécialiste de questions européennes et juriste. Est-ce que l'Union européenne a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer en Espagne ces temps-ci et en Catalogne? D'abord, le débat ne se passe pas que devant l'Union européenne. Il y a également la Cour européenne des droits de l'homme qui pourrait éventuellement être saisie par les acteurs catalans dans le prolongement de ce qui se passe. Je ne sais pas si les responsables catalans qui ont eu des peines de 9 à 12 ans d'emprisonnement... à 13 ans. 9 à 13 ans, excusez-moi, j'ai fait une petite réduction, mais je ne pensais pas à mal. Je pense qu'ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je veux dire, le débat va s'européaniser de lui-même. Sur les relations entre l'Union européenne et les États membres, c'est quelque chose que l'Union européenne a déjà rencontré, pas sur l'indépendance de régions, mais sur la composition de gouvernements. C'est-à-dire, sur, par exemple, le gouvernement autrichien, il y a 20 ans, qui avait intégré pour la première fois des membres d'extrême droite, c'est donc, est-ce que le collectif européen
a quelque chose à dire, a vocation ou a le droit d'intervenir sur un débat politique qui est au départ, puisque ce soir on parlera de ce qu'ils peuvent revenir dans l'UE. Ouais. C'est une chose, mais au départ, le débat national, c'est déjà une question. Est-ce que Bruxelles comme communauté des États membres, a une capacité à dire quelque chose sur un problème interne à un État membre? Il y a tout de même une fois où c'est arrivé, c'était il y a très longtemps, et à l'instant même, François Alfonsi a évoqué le cas de la guerre d'Algérie, où un pays s'est détaché de l'Union européenne. C'était en 1962 avec l'Algérie, qui était un département français, Jean-Luc Sauron. Ah, mais je vous confirme, c'est en effet le seul cas où la France a finalement amoindri la surface de la communauté économique européenne à l'époque. Mais pour revenir là-dessus, le débat ne s'est pas passé devant la communauté économique européenne qui était à ses débuts et encore extrêmement peu, je dirais, habitué à ce genre de débat. Il s'est passé devant l'ONU. Tous les débats sur la guerre d'Algérie, ils ont eu lieu à l'ONU. La mise en cause de la France a été faite devant l'ONU, très lourdement. Vincent Laborderie, même question qu'à nos deux autres interlocuteurs dans ce débat, Jean-Luc Sauron et François Alfonsi. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une question, comme le dit Manon Aubry, qui doit remonter à l'Europe, ou est-ce que c'est une question qui est juste interne à l'Espagne actuelle ? Moi, je n'aurais pas de réponse sur le plan normatif. Ce que je veux dire, c'est que ce qui va très certainement se passer, c'est que ça va rester au niveau de l'Espagne. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, comme ça a été dit, ce sont les États membres qui gèrent leurs affaires à l'intérieur des États membres. On n'est pas dans une fédération européenne, on est encore dans ou encore peut-être pour toujours, dans une association d'États souverains. Et donc ça va rester de cette manière-là. Après, il faut voir pourquoi, qu'est-ce qui sous-tend cette souveraineté nationale qui continue à exister, qui continuera à exister. Concernant le fait de dire que le peuple catalan a une revendication très claire, malheureusement non, c'est pas clair. Ça serait beaucoup plus simple si les choses étaient claires, mais il n'est pas du tout clair qu'il y ait une majorité aujourd'hui en Catalogne pour l'indépendance. Oui, sur ce point, François Alfonsi. Oui, pour le référendum, la majorité est claire et très claire. Oui, donc faisons le référendum d'autodétermination. Mais il a eu lieu effectivement ce référendum, mais il n'était pas légal au sens de la loi et de la constitution espagnole, en l'occurrence, François Alfonsi. Voilà, donc la revendication qui est faite, c'est de faire un référendum légal, comme il a eu lieu en Écosse d'ailleurs. Je pense que les démocraties européennes ne sont pas toutes formatées comme l'Espagne. La Grande-Bretagne a conçu qu'à partir du moment où il y avait un sentiment qui s'exprimait de façon très forte avec une majorité absolue au sein du Parlement écossais, il convenait de donner suite à la demande de référendum émise par les dirigeants de l'autonomie écossaise. Qu'est-ce que le groupe Je pense que ce qui vaut en Grande-Bretagne vaut partout dans les pays d'Europe. Qu'est-ce que le groupe dont vous êtes un des chefs de file, François Alfonsi, qui s'intitule Fédération, Régions et Peuples Solidaires, justement, dans ce Parlement européen, quelles sont les demandes que vous portez, justement, en matière d'autonomie ou d'indépendance des nouveaux États qui pourraient naître de la dislocation des anciens États qui ont adhéré, eux, à l'Union européenne ? La question catalane et la question écossaise sont deux cas d'espèce. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres revendications qui se posent en termes de recherche d'indépendance. La plupart des mouvements qui animent RPS ou l'Alliance libre européenne, qui en est la déclinaison au niveau européen, se prononcent pour des autonomies, pour des dévolutions. Il y a différentes variantes dans les revendications, mais il y a un principe commun qui est que le peuple concerné doit avoir son mot à dire, le droit à décider. Et cette revendication, c'est une revendication démocratique de base et qui est nécessaire, à mon avis, pour que l'Europe conçoive qu'elle est une construction qui n'est pas figée dans le temps. Et elle va durer pour plusieurs générations et elle ne peut pas être une construction rigide. Si elle est une construction rigide, elle n'a pas d'avenir. Donc il faut avoir des moyens d'évoluer et la seule valeur qui vaille pour faire évoluer les choses, c'est la démocratie. Un peuple, évidemment, il faut le définir. Quel est ce peuple? Comment le découper, Jean-Luc Sauron, qui n'est pas toujours évident? Je ne sais pas comment découper un peuple. Ça, je n'ai malheureusement pas cette capacité. Mais je vais indiquer, parce que pour le moment, il n'est évoqué que le référendum de la nation ou de la partie du territoire qui souhaite sortir. Mais si je prends le cas français, si un jour la France est confrontée à ça, je rappelle que dans notre Constitution, le peuple souverain, la totalité du peuple,
sera consulté, puisque si jamais nous perdons un territoire, c'est certainement ça qui a fondé le référendum d'ailleurs sur l'indépendance de l'Algérie, toute cession ou ajout de territoire est soumis au peuple français. C'est un article de la Constitution. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour la Constitution espagnole, je ne sais pas ce qu'il en est pour les lois du Royaume, puisqu'ils n'ont pas de Constitution, mais je veux dire, déjà en effet, il y a cette question de qui donnera le feu vert. Ce n'est pas la seule volonté de l'État qui veut sortir, ou de la nation s'autonomiser, qui décidera tout seul. Vincent Laborderie. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, l'Espagne et la France sont tout à fait parallèles là-dessus. Mais je veux revenir effectivement sur la difficulté à définir ce qu'est un peuple. C'est que le problème d'un peuple, il est toujours autoproclamé. Donc on ne sait pas dire où s'arrête le peuple, où commence un autre. Et donc ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec l'Écosse, simplement, dans la Constitution britannique, d'ailleurs il n'y a pas de Constitution britannique, mais ce n'est pas le problème, que ce soit dans la Constitution ou pas, pour qu'un référendum d'autodétermination soit fait de manière valable, pour qu'une indépendance dans le monde actuel soit reconnue, il faut que l'État central donne son accord. Et ça c'est pareil partout, que ce soit dans n'importe quel pays du monde quasiment. Il y a quelques exceptions dans le monde où, dans la Constitution, c'est spécifié que, mais c'est toujours comme ça. Et pour revenir sur le droit à l'autodétermination, le droit à décider, c'est effectivement un droit qui existe au niveau international, mais qui est très codifié et qui, en fait, concerne quasiment les peuples coloniaux. Donc les peuples qui sont soumis avec des différences de droits entre individus, ou alors qui sont menacés de disparition culturelle parce qu'il y a une assimilation forcée. Et on n'est absolument pas là-dedans dans le cas catalan. Pourquoi est-ce que toutes ces règles sont là? C'est que, et ça je pense que les États européens en ont pour la plupart conscience, c'est que si on rend trop facile la capacité à devenir indépendant, vous avez beaucoup de régions en Europe qui vont vouloir devenir indépendants, ou alors qui vont demander plus d'autonomie de manière très très assertive. Et là, on peut entrer dans une déstabilisation très, très problématique. Puisque vous évoquiez les uns et les autres le cas de l'Écosse, écoutons ce discours de Nicola Sturgeon, qui est donc la première ministre écossaise, le 11 juin dernier à Bruxelles, et tout de suite après un autre plus récent, puisqu'il date de la semaine dernière, de la même Nicola Sturgeon. Il y a eu un changement radical d'attitude de la part des institutions européennes et de nombreux pays membres sur la question de l'indépendance écossaise depuis 2014. Je ne dis pas que tout le monde soutient l'indépendance de l'Écosse, mais je pense qu'il y a une compréhension beaucoup plus profonde des arguments en faveur de l'indépendance. Je ne m'attends pas à ce que les leaders européens aient une position tranchée sur des affaires internes à un pays membre. Mais je poserai la question autrement. Citez-moi un leader européen qui a déclaré qu'il s'opposerait à une Écosse indépendante si cela résulte d'une décision démocratique. Et c'était donc la semaine dernière, lors de la conférence annuelle du SNP, le Parti national écossais, mardi dernier, Nicola Sturgeon évoquait justement ce projet de référendum qu'elle voudrait bien mettre en œuvre. Nous avons un mandat en béton pour un référendum sur l'indépendance. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ici la nouvelle année, nous aurons terminé nos préparatifs législatifs. Nous travaillons déjà à la mise à jour du scrutin d'indépendance. Et je peux vous confirmer qu'avant la fin de cette année, je demanderai un transfert de pouvoir qui enlèvera tout doute sur la légalité de ce référendum. Ça se rapproche tout de même, Jean-Luc Sauron. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion donc, de Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, la semaine dernière devant le congrès de son parti, le Parti national écossais? J'en pense qu'à la différence du cas catalan et espagnol, je dirais que le processus de dévolution interne des pouvoirs a été lancé, je crois, sous Tony Blair, donc c'est quand même déjà un certain temps. Et donc le processus qui se déroule en Écosse n'a absolument strictement rien à voir avec le processus catalan, en sens que l'État central britannique a accepté de faire des dévolutions sur l'Écosse, sur le Pays de Galles, et même les Britanniques, les Anglais eux-mêmes estiment qu'ils sont lésés par rapport sont brimés par rapport aux autres nations du Royaume-Uni. Et donc je crois que vraiment ça c'est quand même une première différence assez majeure. Vous voulez dire que ça donne plus de chance à une indépendance écossaise que par rapport aux Catalans? Écoutez, je ne sais pas si ça donne une chance plus forte, parce qu'il y a le débat, et il y a aujourd'hui l'état de l'opinion publique britannique qui est dans un état je dirais de
quasiment de guerre civile froide. On a tout fait pour pouvoir la désorienter, cette opinion publique. Non, mais je pense qu'elle est vraiment dans un état de confusion et d'agressivité. Et je ne suis pas aussi convaincu que la Première ministre écossaise, mais elle plaide pour son affaire, que ça se déroulera sans aucune anicroche. François Alfonsi, puis Vincent Laborderie sur ces assertions donc, de la Première ministre écossaise. Moi, je crois qu'il est très spécieux de vouloir faire une différence entre la situation du peuple catalan et du peuple écossais. D'ailleurs, il n'y a qu'à se mettre dans la peau d'un Catalan. Qu'est-ce que représente ce discours qui consisterait à dire oui, mais bon, la constitution espagnole, c'est pas tout à fait comme la constitution écossaise. Donc, même si vous avez les mêmes revendications, vous n'avez pas les mêmes droits. Non, les droits sont les mêmes. Et moi, je crois que ce n'est pas explicable et que ça ne peut pas durer longtemps. Donc aujourd'hui, je crois que plus vite on se met autour d'une table, on dialogue, on trouve les transitions nécessaires. Et il n'y a certainement pas volonté de la part des dirigeants catalans d'arriver à des situations qui soient des situations conflictuelles. Mais le conflit s'installe visiblement par le fait que l'État espagnol refuse tout dialogue. Et je pense que l'Union européenne doit s'inquiéter de ça. Elle doit s'en inquiéter parce que c'est en son sein, parce que c'est l'avenir de 7,5 millions d'Européens, qui sont donc des gens qui attendent de l'Europe, et à force de décevoir ceux qui attendent de l'Europe, on va aller à l'échec de l'Europe. Et les bonnes raisons n'existent pas pour cela, pas même celle du prétexte d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Vincent Laborderie, vous êtes donc, je le rappelle, spécialiste des questions de politologie. Vous êtes politologue, maître de conférence à Louvain, donc à l'université de Louvain. Et vous travaillez sur ce discours nationaliste régional en Europe occidentale et vous avez déterminé 3 ou 4 façons d'aborder ce discours et 3 ou 4 arguments qui servent justement à ceux qui voudraient soit une régionalisation plus poussée, soit une autonomie plus grande, soit une indépendance pour pouvoir justifier cette demande-là. Vous pouvez nous les résumer en quelques mots, justement, cet argumentaire ? Oui, mais alors il y a 4 argumentaires globaux. Le premier, c'est le plus ancien, historique, c'est un argumentaire, on va dire, identitaire qui se base sur... Culturel. Voilà, identitaire ou culturel qui se base sur des questions, des différences de langue, des différences de religion, des différences historiques. Le second, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, qui est un argumentaire économique, qui consiste à dire que si l'on était indépendant, eh bien, on se porterait mieux et on n'a pas besoin de donner de l'argent à l'État central. D'autant que les régions qui pourraient demander cette indépendance sont généralement mieux dotées que les autres. Oui, voilà, pas toujours. Généralement, j'ai dit, j'ai pas dit tout le temps. Tout à fait. Mais justement, l'Écosse est une exception. C'est-à-dire que l'Écosse n'est pas plus riche que le reste du Royaume-Uni. Mais le discours économique est présent par l'intermédiaire du pétrole de la mer du Nord, en expliquant si on est indépendant, on pourra garder le pétrole, donc on n'a pas forcément de problème. Et le troisième argument, qui je pense est le plus fort aujourd'hui, c'est l'argument démocratique, qui est repris aussi par les Catalans, évidemment, mais qui fondamentalement, dans des situations qui sont moins graves que la situation catalane, qui consiste à dire que la volonté du peuple régional, que ce soit les Écossais, les Flamands, les Catalans, n'est pas respectée parce qu'ils votent pour une tendance politique qui n'est pas représentée au niveau central. Et ça, c'est tout à fait typique de la poussée nationaliste en Écosse. Ça s'est toujours fait sous les conservateurs et lorsque les conservateurs étaient au pouvoir à Londres, alors que la société écossaise est beaucoup plus social-démocrate. Et il y a un quatrième argumentaire, dites-vous, c'est la question de la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'idée que l'État central gaspillerait l'argent que l'on peut payer, les impôts que l'on paye, et utiliserait assez mal cet argent en étant dispendieux. C'est cela aussi le quatrième argument. Oui, enfin, le quatrième argument, il y a beaucoup de choses. Il y a cet aspect-là qui permet de légitimer le deuxième argument économique, parce que l'argument économique, on va vous rétorquer tout de suite que vous êtes égoïste. Donc il faut expliquer que si vous faites ça, c'est parce que l'argent est gaspillé et avec des gens qui sont corrompus, etc. Mais il y a aussi, là on repart sur le cas catalan qui consiste à dire mais l'État central n'est pas un État démocratique ou alors n'est pas un État qui fonctionne de manière satisfaisante et donc il faut en sortir. Jean-Luc Sauron et François Alfonsi. Jean-Luc Sauron. Non, là-dessus, en effet, que aujourd'hui, la raison économique est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que très clairement, les Catalans et les Basques, d'ailleurs, se considèrent comme le coffre-fort de l'Espagne. Et il y a en effet une certaine lassitude d'avoir cette impression d'être pas pillés, mais en tout cas de contribuer bien au-delà de leurs propres besoins au financement central. Un peu comme l'Italie du Nord a pu dire à un moment. C'est exactement la même logique. C'est l'Écosse
En fait, le mouvement indépendantiste est né aussi, s'est appuyé sur la découverte du pétrole en mer du Nord, mais ce gisement, entre guillemets, va disparaître. Mais je voudrais donner un élément historique que j'espère ne sera pas considéré comme spécieux, précédent, qui est le cas de la Slovénie par rapport à l'ancienne Yougoslavie. En réalité, ce qui a provoqué l'explosion de l'ancienne Yougoslavie, c'est le départ de la Slovénie. Ça n'a donné lieu à aucun conflit. Mais la Slovénie, c'était véritablement la source principale de richesse au sein de l'ensemble fédéral yougoslave. Et son départ, et donc l'appauvrissement global... Juste avant le début de la guerre en ex-Yougoslavie. C'est son départ qui est une des causes de l'enclenchement, parce qu'il n'y a plus rien à partager. Quand il n'y a plus rien à partager, les humeurs s'échauffent. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. De bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. L'Estaca de Louis Siac qui doit être chanté ces temps-ci dans les manifestations du côté de Barcelone et d'ailleurs en Catalogne en même temps qu'on chante les Segadors, donc l'hymne national catalan. Vous vouliez réagir, François Alfonsi, à la fois à ce qu'avait dit Jean-Luc Sauron et Vincent Laborderie. Oui, bon, je voulais rappeler simplement, parce que c'est le contexte catalan, il faut y revenir, que il y a eu l'État espagnol et celui qui a connu sans doute le scandale financier le plus important d'Europe, avec les commissions sur les marchés publics qui étaient perçues directement par le parti au pouvoir. Et donc, il y a le sentiment aussi qu'il y a une grande gabegie des fonds publics en Espagne. Vous savez qu'en Espagne, on parle d'aéroports qui n'ont jamais vu un avion, de villes nouvelles qui n'ont jamais vu un habitant. C'est la crise immobilière de la gouvernance de l'État qui est une réalité et qui ensuite s'est l'autre chose qui a été à l'origine, je pense, de la montée de la crise catalane, c'est le refus du statut de 2006, qui avait été approuvé par le Parlement espagnol, qui avait été approuvé par référendum en Catalogne, et qui a été cassé simplement par l'autorité du tribunal suprême, le même qui aujourd'hui vient de créer un précédent en Europe, qui est que des dirigeants politiques qui ont mené des actions pacifiques et dans un cadre électif peuvent être condamnés à 13 années de prison, ce qui est quand même un fait qui ne peut pas laisser l'ensemble de l'Europe indifférent. Imaginez que ça se passe en Hongrie, on entendrait je ne sais quoi. Mais puisque vous êtes député européen, vous avez l'impression... Il y a quelque chose qui très certainement est inacceptable. Mais puisque vous êtes député européen, vous avez l'impression, François Alfonsi, que vos collègues au sein du Parlement européen vous écoutent, vous entendent quand vous tenez un discours comme celui-ci. Qu'est-ce qui expliquerait cette surdité européenne, y compris au sein du Parlement, qui est assez variée en termes d'approche vis-à-vis de ses autonomies et ses indépendances ? Écoutez, je siège dans un groupe qui, lui, n'est pas l'otage, je dirais, d'une grande partie de ces députés qui sont espagnols. Mais j'observe pour le groupe Renew, qui siège à côté de moi, ou pour le groupe PPE, ou pour le groupe socialiste, une sorte d'unisson qui est dictée par un porte-parole qui à chaque fois se lève pour leur groupe et qui est toujours le porte-parole espagnol. Donc on est face à une situation politicienne, en réalité, c'est que ceux qui ne sont pas directement en prise avec la question se tiennent à l'écart en voyant à quel point ceux qui sont aux prises et aux côtés de l'intérêt de l'État espagnol sont virulents. Mais c'est une courte vue et je leur reprocherai fortement. Je pense qu'on ne peut pas être l'otage de gens parce qu'ils sont dans une situation tout à fait aberrante. Faire 13 ans de prison pour un homme comme Oriol Junqueras, qui était notre collègue au Parlement européen et que j'ai côtoyé de très près, dont je peux témoigner à quel point c'est un grand démocrate et un grand européen. C'est lui qui a eu à peine la plus lourde. C'est quelque chose qui est inacceptable. Ouais. C'est quelque chose qui est inacceptable. Vincent Laborderie.
Oui, non, mais pour revenir là-dessus, déjà, il faut distinguer les deux. Historiquement, il est tout à fait clair que le problème catalan provient de cette annulation du statut de 2005. Et ensuite, toute l'histoire de la Catalogne, après, c'est une situation qui dégénère. Et on est à la dernière étape, depuis une semaine, de cette situation qui dégénère éventuellement de manière violente. Mais là, sur les condamnations qui ont eu lieu, c'est pas du tout par le tribunal suprême, c'est une institution judiciaire avec des juges tout à fait indépendants qui ont... toutes ces condamnations peuvent paraître très lourdes vues de l'extérieur, mais il y a beaucoup de gens en Espagne qui estiment que ce n'est pas assez, parce que très concrètement... Comment le sait-on, cela, justement comment peut-on savoir, Vincent Laborderie, que beaucoup de gens, une partie de l'opinion n'est pas d'accord, pensant qu'il faudrait des peines encore plus lourdes? Oh, ben, il n'y a qu'à voir ou dans la presse espagnole ou des dirigeants politiques aussi. Mais c'est parce que, en fait, Oriol Junqueras, avec le système de... C'est l'ancien vice-président régional catalan, il faut le préciser, voilà, pour les auditeurs. Qui a eu effectivement la peine la plus lourde, et bien avec les remises de peine et ce qu'il a déjà purgé, en gros, il peut sortir de prison dans 6 mois. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et ils n'ont pas du tout été condamnés. Le tribunal ne les a jamais condamnés pour leur action politique, leurs déclarations, etc. C'est pour détournement de fonds et faire une action qui est, selon la loi espagnole, est illégale. Et les juges n'ont fait que suivre la loi espagnole. Après, on peut contester cette loi, mais en Espagne, c'est illégal de déclarer une indépendance sans l'aval de l'État central. Jean-Luc Sauron, quand on réfléchit à cette question, on se dit, voilà donc des pays qui pourraient devenir à un moment ou à un autre indépendants, mais il faudrait, dit-on, d'après les législations et les traités européens, qu'ils sortassent totalement de l'Europe avant de pouvoir y rentrer ensuite. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette proposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? C'est-à-dire qu'en gros, si l'Écosse ou si la Catalogne sortaient de l'Europe momentanément, en déclarant et en étant accepté par l'État central comme un nouvel État indépendant, il faudrait ensuite qu'il redemande la totalité des actes d'adhésion pour pouvoir re-rentrer en Europe. Est-ce qu'on sait cela? Est-ce que ça fait partie des menaces de la part de l'Europe? Qu'est-ce qu'on en sait? Il ne s'agit pas d'une menace de la part de l'Europe, ça a été une analyse qui a été poussée par la Commission européenne. Il a bien fallu un moment, comme rien n'est prévu dans les actuels traités européens sur ce cas. On l'a vu pour le Brexit, effectivement. Ce qui était prévu était mal prévu. Oui, c'est ça. Bon. Mais sur ce problème d'indépendance et de sortir, re-rentrer, si je puis dire, il n'y a en effet rien dans les traités. Donc la Commission, en effet, construit une doctrine, mais qui n'a pas de portée juridique évidente aujourd'hui. Le vrai débat juridique, c'est de savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Je m'explique. Ce qu'a adhéré, c'est la nation espagnole. Ou dans la globalité. Ou la Grande-Bretagne tout en... Ou la Grande-Bretagne, ou la Belgique, puisqu'il y a également d'autres problèmes. Bon. Donc, si c'est eux qui sont rentrés... Est-ce que si la Catalogne devient indépendante de l'Espagne, c'est une évidence que ça n'a aucune conséquence sur l'équilibre économique institutionnel de l'Union? Ou est-ce que, puisque à chaque fois qu'un nouvel État rentre, on lui calcule ce nombre des députés, il a un juge à la Cour de justice, 2 au tribunal, etc., tant un commissaire, etc. Donc ça n'a pas des conséquences, ce n'est pas neutre en termes de conséquences sur l'Union. Et donc de fonctionnement. Alors là, pour le coup, démocratique, puisqu'on accroît le nombre de décideurs au niveau européen. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans les traités, ça c'est une évidence. Ça s'appliquerait à la Grande-Bretagne si le Brexit allait jusqu'au bout et que tout d'un coup, dans quelques années, la Grande-Bretagne souhaitait réintégrer l'Union européenne. Il faudrait l'unanimité des États membres à ce moment-là de l'Union européenne pour qu'elle rentre. Et c'est bien évidemment la doctrine de la Commission, c'est pas un secret. C'est pour éviter qu'il ne a été clairement sollicité par l'opinion espagnole, enfin par le gouvernement espagnol qui a dit moi, s'ils sortent, je voterai contre, mais en prenant bien soin de ne pas cibler sur la Catalogne. Mais le gouvernement espagnol, il y a 10 ans, a dit « Moi, s'il y a un État qui devient indépendant, je voterai contre », dans l'esprit de dire
je ferai la même chose pour la Catalogne que pour un autre État qui deviendra indépendant au sein d'un autre État membre. Sur ce point, François Alfonsi, sortir, c'est effectivement compliqué parce que si on sort et qu'il faut refaire entièrement le chemin pour pouvoir re-rentrer dans l'Union européenne, c'est assez long. Oui, mais je crois que ce que vient de dire mon prédécesseur montre bien que juridiquement, il n'y a rien de clair et que tout ça, ça serait une jurisprudence et que quand les événements porteront l'Europe un jour à décider sur un élargissement intérieur, parce que c'est de ça qu'il s'agira, puisqu'elle a souvent décidé sur des élargissements extérieurs avec des pays nouveaux qui ont adhéré, mais elle peut très bien décider un élargissement intérieur. Et il y aura une jurisprudence qui se créera, et cette jurisprudence, elle se créera en fonction des situations politiques que l'on aura à gérer. Je n'ai aucun souci à ce sujet-là. Les Catalans sont des citoyens européens. S'ils prennent leur liberté en tant que peuple de devenir un État, ça n'enlève rien à leur qualité de citoyens européens. Leur situation est ainsi faite, les réseaux économiques sont ainsi faits, et toutes les lois européennes s'appliquent sur leur territoire, y compris au plan de tous les droits de la consommation, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment soulever un faux problème qui, le jour venu, ne résistera pas à l'examen. En poussant un peu plus loin, il pourrait, en toute souveraineté, demander à ne pas revenir dans l'Union européenne. Chose. Ça, c'est le Brexit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir demain un Catalogne-Exit s'ils en décident ainsi. Ça, il est évident que le traité de Lisbonne prévoit bien qu'un État et un peuple n'est pas attaché à l'Union européenne ad vitam aeternam s'il en a la volonté contraire. Mais les gens qui sont aujourd'hui au cœur de l'Union européenne, je ne vois pas comment on va leur expliquer un par un que désormais ils ne sont plus européens. Ça va être très très compliqué. Vincent Laborderie, on a l'impression que toutes ces questions autour de la Catalogne ou de l'Écosse, parce que les deux cas sont différents, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, mais néanmoins peuvent conduire à des mêmes résultats, eh bien c'est la crainte de ce que les dirigeants européens appellent la boîte de Pandore, c'est-à-dire en gros on peut ouvrir la boîte de Pandore et on ne sait pas comment ça pourrait se terminer, Vincent Laborderie. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce qui a été dit sur le fait que l'Espagne est très très dure sur l'Écosse et aussi sur par exemple la non-reconnaissance du Kosovo. C'est pas un hasard si les pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo européens sont tous des pays qui ont des problèmes internes. Mais pour revenir sur la question de l'élargissement intérieur, pour moi, je vous dire très franchement, c'est une fiction. Et pourquoi ? En fait, pourquoi est-ce qu'un nouvel État qui sort de l'Union européenne, en fait, il ne sort pas cette idée, c'est une transposition simplement du droit international qui dit qu'un nouvel État qui se crée ne fait partie d'aucune organisation internationale au moment de sa création. Alors, on peut ménager des temps de négociation pour faire en sorte qu'il déclare son indépendance le 1er janvier et qu'il adhère à une organisation le 2 janvier, ou même le même jour, mais juridiquement, il ne fait partie de rien. Donc, l'Union européenne ne fait que transposer cette idée. Donc, juridiquement, les choses sont claires. Après, c'est politiquement. On peut faciliter les choses, on peut faire en sorte d'ouvrir des négociations ou le temps que les négociations se fassent, on intègre le pays dans le marché unique, ce qui aurait pu être fait avec un soft Brexit, c'est-à-dire que finalement, il ne se passe à peu près rien pour les entreprises et pour les citoyens, et on devient vraiment membre de l'Union européenne une fois que les négociations sont terminées, et on peut avoir des négociations qui durent simplement quelques mois. Mais au niveau du droit, les choses sont claires. Et ce qui fait que les pays qui veulent bloquer les choses ont une marge de manœuvre beaucoup plus grande, puisque, comme ça a été dit, effectivement, c'est à l'unanimité. Jean-Luc Sauron. Je crois qu'il faut voir que, pour mettre un peu un autre point de vue, aujourd'hui, ceux qui dominent le monde, ce sont des États-continents, États-Unis, Russie, Chine, et que l'Union européenne, et c'est pas qu'un jeu de mots, c'est un continent d'États. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui, depuis la chute du mur, a vu la création le plus d'États indépendants depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de Vous voulez dire la Yougoslavie, ça fait déjà 7... tout ça, et ce puzzle européen, les pièces se multiplient. Donc c'est vrai qu'il y a le problème démocratique, économique de tous ces États, très bien, mais ce système ne peut, et c'est le titre de votre émission, puisse rester dans l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Je pense que tous ces mécanismes de marche à l'indépendance de régions européennes, on ne peut se projeter que si en même temps
on construit l'ensemble institutionnel pour absorber la nouvelle donne et maintenir l'espace européen comme un outil aussi démocratiquement satisfaisant et économiquement efficace. Il faut pousser vers un fédéralisme plus je pense que si véritablement on ne veut pas s'effondrer, c'est bien on peut revenir aux cités. Il y a les cités-États. Il y a une thèse en anglo-saxonne sur les cités-États. Singapour, Hong Kong, Hong Kong est depuis quelque temps un peu agité. Ouais. Mais cette idée-là. Mais je pense vraiment que pour nous, notre problème, la Catalogne n'assurera pas sa défense toute seule. L'Écosse n'assurera pas sa défense toute seule. La Flandre n'assurera pas sa défense. Il y a des tas de dépenses sur l'extérieur qui sont prises par l'ensemble. Et aujourd'hui, après quand même le choc du revirement de Trump sur la Syrie, le problème est quand même que l'espace européen doit être défendu. Nous sommes entourés d'amis, mais d'amis un peu turbulents. Un peu turbulents, c'est ce que vous voulez dire. François Alfonsi, vous ne pensiez peut-être pas avoir un avocat en la personne de Jean-Luc Sauron, juriste spécialisé dans les questions européennes, parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas si éloigné de ce qu'il vient de dire. Non, je confirme. Je pense qu'effectivement... vous voulez aller, vous, vers un fédéralisme européen, c'est cela ce que vous défendez. La construction de ce fédéralisme européen va ouvrir des espaces de liberté pour des peuples qui n'en ont guère dans l'État membre où ils sont aujourd'hui situés. Et ensuite, ça va donner, je pense, cet affaiblissement de l'échelon des États, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un État? C'est justement qu'il assure les grandes fonctions régaliennes, la prospérité, la protection, la sécurité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces grandes fonctions à l'échelle du monde, elles ne peuvent pas se faire à partir de Chypre, à partir de Malte, même pas à partir de la France, même pas à partir de l'Allemagne. On est obligé de raisonner en termes de continent pour y arriver. Et donc, si aller dans le sens de renforcer le fédéralisme européen et libérer à ce moment-là les libertés dont ont besoin un certain nombre de peuples sans porter jugement. Il l'exprime massivement par des millions de personnes qui se déplacent pour aller voter à un référendum organisé de façon parallèle. Voilà, donc ils expriment quelque chose de profond, de très démocratique. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut lui donner droit sans affaiblir le continent européen. Je suis d'accord avec cette idée. Vincent Laborderi, sur cette question-là, c'est-à-dire d'une certaine façon, ce serait un véritable tremblement institutionnel qui serait proposé si on laissait justement mettre en place cette possibilité de nouvelles régions et peut-être d'affaiblissement des États qui sont composés par ces régions en l'occurrence. Oui, mais c'est on avait dit précisément pour ça que ça n'arrivera pas. Vous pensez que les États tiendront le coup? Voilà, pas à court ou moyen terme. Vous savez, comme je suis en Belgique, c'est le premier parti indépendantiste flamand, la NVA. Son article 1, c'est dire l'objectif de la NVA, c'est une république flamande dans une Europe fédérale. Et ils ont très bien vu que les deux sont liés. Mais on n'est pas dans une Europe fédérale, on est dans une Europe des États. Quelque part, je souhaiterais qu'on soit dans une Europe fédérale, mais ce n'est pas le cas. Mais vous voulez dire que la résistance des États sera beaucoup plus grande que justement la possibilité de faire évoluer les structures institutionnelles vers une Europe plus fédérale et donc plus régionale en même temps. C'est ce que vous voulez dire? Oui, et disons qu'en tout cas, le dernier aspect sur lequel céderont les États, c'est justement sur la capacité d'être divisés et finalement d'être détruits. Parce que l'Espagne, pourquoi est-ce que l'Espagne est très très dure avec les Catalans? C'est qu'ils ont l'idée que s'ils laissent faire la Catalogne, le Pays Basque va passer derrière, les Canaries, voilà. C'est une mosaïque. Mais pour revenir juste pour quelque chose d'un peu plus peut-être... Très brièvement, on arrive au bout de l'émission. Oui, très vite. On parlait donc d'avenir, mais peut-être aussi d'histoire. C'est que historiquement, on voit que les créations d'États sont souvent liées à des grands bouleversements qui sont la décolonisation, la chute du communisme, qui ne sont pas liés directement à la force du nationalisme régional, même s'il faut un nationalisme régional. Et concernant l'Écosse, la chance quelque part du nationalisme écossais, c'est le Brexit. C'est-à-dire un événement qui change complètement le cadre de référence. Merci beaucoup à vous, Vincent Laborderi. Je rappelle que vous vous dites généralement belge, périgourdin et européen. La multiplicité des identités, c'est assez complexe grâce à vous. Merci à vous, Jean-Luc Sauron, d'être venu pour ce débat. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé dans les questions économiques et professeur associé à Paris-Dauphine. Et merci à François Alfonsi depuis Strasbourg. Il est député européen et chef de file de la Fédération Régions et Peuples Solidaires. Remercions enfin Pierre Benazet de vous avoir accueilli, Vincent Laborderi, dans ces studios. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. À la vidéo, Jordan Fuentes. Et à la réalisation, Alexandre Manzanares.